Salut les mecs et bienvenue dans le 100% du lundi et salut les meufs aussi. On aura un test de Sakura Wars. Une critique, oh putain je suis vraiment nul aujourd'hui. Donc une critique de Sakura Wars, autant pour moi le Sakura Taisen japonais adapté. Enfin le premier Taisen, le premier volet qui arrive chez nous en Europe. Je vais pas arrêter de me faire reprendre aujourd'hui par Alex, ça va être superbe. Oscillation, c'est bon ça? Hidden Palace et tout de suite les news. Et Oscillation c'est sûr? C'est sur Macha. Non, DuckTales. On va tous sur Macha. C'est sur DuckTales. C'est sur DuckTales, les jeux Disney. Et No Quackshot, Hidden tout Palace, ça. c'est sûr? Et Hidden Palace, c'est sur... le frère de... Sur le frère de Mario, qui s'appelle Luigi. Luigi Mario. Voilà. Le grand vainqueur de l'Independent Games Festival 2010 n'est autre que Monaco. Le jeu de Pocket Watch Games encore en développement a récolté le grand prix Seamus McNally ainsi que le prix du meilleur design. Monaco est un jeu d'aventure-action vu de dessus orienté coop à 4. Inspiré des classiques du film de casse français des années 60-70, il permet aux joueurs d'incarner 4 rôles: serrurier, rôdeur, hacker et nettoyeur. À vous de piller les niveaux en usant avec soin des différentes caractéristiques de chaque personnage. Après une suite de planning en novembre dernier côté Warner Bros Interactive, le royaume Gaoul, la légende des gardiens, vient d'être officialisé. Conçu à la base pour accompagner le film du même nom, lui-même tiré d'une série de livres pour enfants, le jeu nous permettra d'incarner un vaillant hibou. Il devrait sortir sur PS3, Xbox 360, Wii et DS. Les versions consoles de salon seront développées par Chrome Studio, la version DS par Tentalus Interactive. Rendez-vous en septembre 2010 pour la sortie du jeu calée sur celle du film d'animation réalisé par Zack Snyder, réalisateur de 300 et Watchmen. Voilà une surprise inattendue. Développé par le studio lyonnais Étrange Libellule, à qui l'on doit le dernier Spyro et la série des Astérix et Obélix XXL, l'adaptation DS du Alice au Pays des Merveilles de Tim Burton est un véritable enchantement. Nous avons d'ailleurs décidé d'en faire une critique développée d'ici peu, tant le jeu est surprenant. Réalisé avec soin et souci du détail, il met à profit une direction artistique cel-shadée, rappelant celle d'Okami, un gameplay plateforme puzzle aux interactions icoesques et une multitude de petites idées qui font mouche. Très bien pensé, l'interface de jeu s'inspire du travail réalisé depuis des années par Nintendo. On n'a donc aucun mal à le prendre en main, grâce à sa maniabilité 95% stylet, et ce malgré les nombreuses interactions proposées et ses multiples personnages aux pouvoirs différents. Et pour ne rien gâcher, l'humour est omniprésent, que ce soit dans les excellents dialogues ou des petits détails d'animation, comme la démarche enjouée de la petite Alice qui vous accompagne partout. Une adaptation soignée, bien pensée, originale et décalée, qui fait plaisir à voir. Un grand bravo à Étrange Libellule. Espérons maintenant que sa durée de vie tienne la route. La critique bientôt. Alors dans les Sakura Taisen, à l'époque, il y avait des superbes introductions en animation. Alors, je sais pas si c'est encore le cas dans cet épisode incroyable. Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura toujours des robots, toujours des meufs à moitié à poil dans les robots, et c'est ça qu'on aime. Voilà, donc maintenant, c'est la moitié à poil. Bon, attends, ça va, quoi. Elles sont habillées en costume traditionnel, en kimono. Voilà, c'est ce que j'appelle ça. Ça reste excitant, quand même. La série Sakura Taisen, littéralement Sakura Wars, a débuté en 96 avec l'idée de combiner 2 types de jeux, le jeu de drague et le jeu de stratégie. L'idée fait peut-être sourire, mais le créateur Red Company avait à son crédit des jeux mythiques de la PC Engine, comme PC Kid, Tengai Makyo ou encore Lords of Thunder. Le résultat a été phénoménal. La série des Sakura Taisen a vendu plus de 3 millions de jeux au Japon, avec de nombreuses suites et épisodes dérivés. Et aujourd'hui, pour la première fois, un de ces titres sort à l'international. Il s'agit du 5e épisode, sorti en 2005 sur PS2 et que l'on retrouve chez nous sur Wii.
Sakura Taisen prend place autour des années 1920 dans un monde alternatif où l'énergie de la vapeur s'est développée de manière considérable. Au Japon, pour combattre les démons, des armures de combat mobiles ont été mises au point, mais ne peuvent être pilotées que par des personnes possédant un haut niveau d'énergie spirituelle. Les héros pilotant ces armures sont majoritairement des jeunes filles impliquées dans les arts comme le théâtre ou le chant. Et concrètement, elles se retrouvent rassemblées dans la troupe du théâtre impérial japonais, menant une double vie, comédienne pour le grand public et combattant le mal en secret. Les 2 premiers jeux de la série se focalisent sur cette troupe japonaise et le 3e épisode voit l'ouverture d'une branche internationale à Paris. Le 5e épisode, que l'on retrouve ici, voit arriver encore une nouvelle équipe, américaine cette fois, basée à New York. Elle exerce à Broadway. Contrairement aux précédents épisodes, le joueur n'incarne plus le commandant Ogami, mais son jeune neveu, Shinjiro Taiga. Shinjiro sort tout droit de l'école militaire et va avoir fort à faire pour s'imposer en Amérique et combattre la sombre menace qui va se profiler au cours de l'aventure. Sakura Taisen combine donc la simulation de drague et le jeu de stratégie. Dans la pratique, ces phases se succéderont au cours des différents chapitres que propose le jeu. Au début d'un chapitre, le joueur se retrouve dans le mode Dating Sim. Pour ceux qui ne connaissent pas les simulations de séduction japonaises, elles sont très similaires à un jeu d'aventure. On peut se déplacer dans différents lieux, dialoguer et interagir avec les personnages. Ce qui diffère, c'est que lors des choix proposés, le joueur pourra se comporter de manière plus ou moins satisfaisante pour ses coéquipières, et donc se faire aimer ou détester. C'est un point tellement important qu'après chaque interaction, un petit bruit signifiera au joueur s'il a perdu ou marqué des points avec la fille en question. L'idée ici est que l'énergie spirituelle des équipières, et donc leur performance en combat, est directement liée à leur affection pour le joueur et à leur bien-être moral. La manière dont on se comporte changera donc beaucoup de choses dans les combats, mais aussi dans le déroulement de l'aventure, il faudra donc bien savoir gérer son équipe. Ce qui est particulièrement amusant dans Sakura Taisen, c'est que les choix proposés aux joueurs sont assez dynamiques. Lorsque quelqu'un pose une question, différentes manières de répondre sont proposées dans un temps limité. Il faudra être rapide, sachant que ne pas répondre est aussi une possibilité, et que parfois, une nouvelle réponse pourra se voir proposée juste avant la limite du temps imparti. Différentes petites interactions seront aussi proposées dans les situations critiques du scénario. Par exemple, pour dévisser un panneau de contrôle, il faudra enchaîner une suite d'actions au nunchuk et à la Wiimote, le tout bien sûr dans un temps limité. Tout cela contribue à rendre cette partie Drague Aventure très vivante. Lorsque les robots ennemis attaquent, le jeu passe en mode stratégie. Le joueur ainsi que ses équipières prennent place dans leur armure mobile et l'on se retrouve dans une vue tactique du combat en 3D. Lors de son tour, chaque unité dispose d'un nombre fixe de points d'action, à la XCOM. Elle peut les employer pour se déplacer, attaquer, utiliser de la force spirituelle afin de se soigner ou lancer une super attaque, régénérer sa force spirituelle ou encore se mettre en garde pour la suite. Depuis le 3e épisode, les combats de la série ne prennent plus place sur une grille isométrique mais dans un monde en 3D en déplacement libre. Le joueur s'habitue vite à ce système, mais il faudra plus de temps pour en maîtriser les subtilités. Des attaques combinées sont par exemple possibles entre des unités proches. Chaque unité dispose de capacités propres. Si l'une attaque à distance, l'autre touchera plusieurs ennemis proches à la fois. Le héros, Shinjiro, développera plusieurs capacités. Il pourra changer la tactique de l'équipe pendant son tour de jeu, permettant de passer en offensif ou en défensif, mais aussi de protéger certains membres ou encore les appeler à l'aide. Suivant la situation, les robots pourront aussi se transformer en leur version aérienne, ce qui modifiera les capacités en conséquence. Enfin, les boss ont souvent des points faibles qu'il faudra exploiter, et il sera utile de leur réserver ces super attaques pour en venir à bout. Sakura Wars est une drôle de surprise pour le joueur européen, mais c'est aussi cela qui fait son charme. Le découpage en chapitres et l'inclusion régulière de séquences animées plongent vraiment dans une ambiance de dessin animé. On retrouve d'ailleurs dans l'équipe des personnalités bien connues de l'animation japonaise et du manga. Au dessin des personnages, Fujishima Kosuke, que l'on connaît pour Amegami-sama. Aux musiques, Tanaka Kohei, qui a aussi composé les musiques de Gunbuster ou plus récemment One Piece. Techniquement, le jeu accuse son âge. Les séquences 3D ne sont pas très jolies, mais ce n'est pas forcément très grave.
La majorité de l'aventure se déroule en 2D et pour le combat, le résultat reste lisible. Cet épisode est donc une très bonne occasion de découvrir la série de jeux qui a enflammé le Japon. Un regret cependant, cette version internationale sort en Amérique à la fois sur PS2 et sur Wii. Mais nous n'avons droit qu'à la version Wii en Europe. Or, c'est seulement la version PS2 Premium qui contient 2 disques, l'un avec les voix anglaises et l'autre avec les voix japonaises. La version Wii ne propose que les voix anglaises. On en est à Oscillation. Oui. Oh bah on va faire un lancement très simple, on va lancer Oscillation. Non, ça t'a pas plu ça. Vous aimez la musique de Megaman? Vous allez être servi. Dans le jeu de plateforme DuckTales, développé par Capcom pour la NES en 1989, vous avez le plaisir de retrouver le compositeur emblématique de la série des Megaman, Sakaguchi Yoshihiro. Le jeu librement inspiré du dessin animé La Bande à Picsou, diffusé entre 1987 et 90, donne d'ailleurs une impression de déjà-vu sur d'autres plans que celui de la bande originale. Les couleurs, les level design et le libre choix dans l'ordre des niveaux rappellent fortement les premiers Megaman sortis successivement en 1987, 88 et 90. Ceci est notamment dû au fait que quelques personnages clés de l'équipe de développement de Megaman, comme par exemple Inafune Keiji, participent à la création de DuckTales. CQFD. Mais qu'en est-il donc de cette bande originale ? On commence bien sûr par le célèbre thème du dessin animé. Il vient de la plume de Mark Müller qui a notamment composé le générique de Tic et Tac, les Rangers du Risque. Puis nous partons dans le beau monde du rock'n'roll de Megaman. Joliment casée sur des gammes de blues, avec toujours un rythme plein de groove, la bande originale de DuckTales nous rappelle Megaman par ses timbres, traitements, mélodies et percussions. Elle ne semble avoir aucun rapport avec les niveaux et se contente de nous divertir agréablement pendant que nous jouons. Les influences du rock'n'roll deviennent encore plus évidentes dans l'utilisation de la voix mélodique, qui parfois se mettra à imiter un beau solo de guitare électrique. Impossible de ne pas mentionner en détail la superbe musique accompagnant le niveau The Moon, la Lune. Véritablement majestueuse, mélancolique et héroïque, elle nous rappelle encore une fois les musiques de Megaman, surtout par sa basse constamment répétée. Décomposons un peu cette belle musique. Des petites notes aiguës et brillantes nous font penser à des étoiles qui scintillent dans le ciel. La mélodie qui part du bas vers le haut pourrait très bien imiter un vaisseau spatial sur son trajet vers la Lune. La mélodie chantante et mélancolique est très éloquente, si bien qu'il pourrait presque s'agir d'une musique de victoire ou de fin du jeu. Les niveaux peuvent être joués dans un ordre libre, mais si on suit les indices dans le jeu, c'est tout de même sur la Lune qu'on sera en dernier. Cette musique correspondrait donc réellement à la fin du jeu. Le jeu DuckTales n'a pas pour but de sauver le monde, l'univers ou encore de libérer la belle princesse. Non, dans DuckTales, le but est de trouver des trésors et par ce biais devenir le canard le plus riche du monde. C'est peut-être pour ça que les belles musiques héroïques de Megaman ne semblent pas bien coller au jeu.
Finalement, ce n'est pas la magnifique mélodie de la lune que l'on entend quand on a terminé DuckTales, mais de nouveau le générique du dessin animé. Il replace le jeu dans son contexte et reste au final le seul élément de la bande originale qui a un rapport direct avec le contenu de DuckTales. Si Monsieur Lacave, le docteur, est guéri, on aura enfin notre Hidden Palace. Ça fait un mois qu'on l'attend. Et donc, comme je vous l'ai dit précédemment, ce sera sur la fraternité entre Mario et Luigi. Luigi est-il vraiment le frère de Mario? Mario a-t-il vraiment un frère? Bonjour et bienvenue dans Hidden Palace. Mario est une icône incontournable de Nintendo, mais plus généralement aussi du jeu vidéo. Nous avons déjà évoqué quelques personnes de son entourage, que ce soit une princesse en détresse ou encore un primate à cravate. Il existe cependant un personnage très proche de lui qui reste dans l'ombre, il s'agit de son jeune frère, Luigi. Luigi apparaît pour la première fois dans Mario Bros sur arcade en 1983. Il s'agit en fait d'un palais de swap prévu pour le multijoueur. Si Donkey Kong se joue au tour à tour, Mario Bros lui se joue à 2 joueurs en simultané sur le même écran. Il fallait donc bien faire quelque chose pour différencier les deux plombiers. Et pour justifier leur aspect physique, il suffit de dire que ce sont des jumeaux, et ça tombe bien car le Bros de Mario Bros est la contraction de Brothers. Pour le différencier de son frère, Luigi est alors habillé avec une salopette verte, on le retrouvera d'ailleurs assez souvent comme remplaçant de Mario pour le second joueur. Dans Wrecking Crew, il change de tenue et passe du vert au rose, une couleur qui reviendra plus tard. C'est dans Super Mario Bros sur NES que la notoriété de Luigi va exploser. Il y fera une apparition plutôt timide et le joueur ne pourra pas le choisir directement, puisqu'il faudra être le second joueur pour l'incarner. Sa couleur est encore différente, il porte une salopette blanche et un polo vert, couleur que l'on confond souvent avec sa version féroce. Il sort un peu de l'ombre grâce au 2e épisode, que ce soit au Japon ou même en Occident. Car rappelez-vous, selon la région du monde, le second épisode de Super Mario Bros est bien différent. Au Japon, il s'agit d'une suite directe du Super Mario Bros que l'on connaît, alors que chez nous, c'est un jeu qui n'a rien à voir. Ce qui est intéressant, c'est que, où qu'il soit, Luigi devient jouable pour le premier joueur. Dans le Super Mario Bros 2 japonais, que l'on appellera ici Lost Levels pour plus de clarté, on peut apercevoir un Luigi Game dès l'écran titre. Même si son apparence ne change pas, sa façon de jouer se démarque de celle de son frère jumeau. Luigi est capable de sauter plus haut que son aîné, mais il est moins vif. Le jeu utilise le même moteur que son prédécesseur, mais avec des graphismes améliorés, et surtout une difficulté tirée vers le haut. On y trouve toutefois les fameuses plantes piranha rouges ou encore les champignons empoisonnés. Dans la version occidentale appelée aussi Super Mario Bros 2, on trouve également Luigi, qui en plus d'adopter son look définitif, affirme aussi ses nouvelles capacités de saut. En effet, il sera plus lent que Mario, mais aura une capacité de saut bien supérieure. Il est d'ailleurs assez étonnant de voir que ces jeux qui n'ont a priori pas grand chose à voir, présentent un Luigi qui a les mêmes capacités. Chose encore plus étonnante, dans la suite des aventures de Mario, comme Super Mario Bros 3 ou Super Mario World, Luigi perd son statut de personnage à part entière pour ne redevenir qu'un clone vert de Mario, prévu pour le second joueur. Mais pire que ça, il disparaît complètement dans Super Mario 64, mais heureusement pour lui, l'avenir se présente sous les meilleurs auspices. Dans Yoshi's Story sur Super Nintendo, le frère de Mario tient une place très importante, puisque c'est lui qu'il faudra aller sauver. Au-delà de cette histoire en couleur pastel, on apprend officiellement que Mario et Luigi sont bien des frères jumeaux. Et on y voit aussi pour la première fois leurs parents. Bien évidemment, Luigi est un personnage de choix dans les jeux multijoueurs comme Super Mario Kart. Mais pourtant, il continuera à rester dans l'ombre de son frère. Il faudra attendre la sortie de la Nintendo GameCube pour que Luigi accède enfin au panthéon des stars de jeux vidéo.
effet, Luigi's Mansion place le frère de Mario en vedette dans un jeu de line-up de console. Ce n'était jamais arrivé avant. C'est d'ailleurs à partir de ce jeu que le caractère de Luigi va s'affirmer. Allô? Certes, il est froussard, mais arrive à faire preuve de courage pour sauver son frère, emprisonné dans un manoir hanté. Armé d'un aspirateur spécial, Luigi va devoir faire la chasse aux fantômes dans une ambiance comico-horrifique. On le verra ensuite s'imposer de plus en plus dans les jeux, surtout dans les remakes de Super Mario Bros prévus pour la Game Boy Advance, où il y aura désormais un mode Luigi. Le premier jeu à proposer cette option est le remake Game Boy Color Super Mario Bros Deluxe. Il reprend une interface de jeu très similaire à Super Mario Bros 3. En effet, on peut voyager sur une map pour aller d'un niveau à l'autre. C'est ici qu'il est possible de permuter entre Mario et Luigi en appuyant sur le bouton Select. Bien qu'il s'agisse du tout premier Super Mario Bros, Luigi a ses propres caractéristiques, le saut en hauteur et l'inertie qu'on lui connaît. Il était donc tout naturel que dans New Super Mario Bros sur DS, nous ayons également la possibilité de jouer avec lui. Et il reviendra dans Super Mario 64, du moins dans le remake DS, où il sera même jouable. Luigi pourra faire profiter la fine équipe de ses capacités de saut pour aller plus loin dans l'aventure. Mais là où on ne l'attendait vraiment pas, c'est dans Super Mario Galaxy sur Wii. En effet, il était toujours absent des épisodes Super Mario en 3D. Les deux frères devront s'aider mutuellement pour capturer les étoiles vertes. Un rôle somme toute secondaire, mais ce n'est pas tout. Le joueur aguerri ayant obtenu les 120 étoiles pourra refaire toute l'aventure avec Luigi et également trouver la 121e étoile, ultime récompense pour le joueur le plus vaillant. Mais son rôle ne s'arrêtera pas là, puisqu'il se retrouvera en plein milieu de l'aventure New Super Mario Bros. Wii. En effet, cet épisode est désormais jouable à 4 joueurs simultanément, et il est bien normal que Luigi en fasse partie. Mais il est plus qu'un simple joueur, puisque c'est aussi lui le super joueur capable de débloquer quiconque se retrouverait dans l'embarras. En effet, après avoir perdu 8 fois de suite, le super guide pourra être activé. Il suffit de cogner le bloc vert et de voir Luigi entrer en action et passer le niveau à votre place. Luigi a su passer de simple clone de Mario à personnage de jeu vidéo à part entière. Mais nous attendons encore une fois qu'il revienne au cœur d'un jeu en tant que véritable héros. Qu'est-ce que tu veux? On se fait un petit au revoir? Ouais, allez. Il a été laborieux celui-là, Alex. Hein. Hey, c'est carrément lamentable, ouais. That's entertainment.